Oui, c'est bon. OK. Et l'autre postulat qui découle un peu du premier, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas qu'une technologie. C'est beaucoup plus que ça. Ça aussi, on l'entend. Donc, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais je vais quand même situer le cadre dans lequel je me situe. Alors, on commence avec cette image je ne sais pas s'ils voient les images, ceux qui sont... oui, en ligne, oui, en ligne, OK, super, super. J'en ai pas beaucoup de diapos. Donc, Fritz Kahn, qui est un médecin qui comparait le corps à une machine, et donc en 1939, donc, qui fait cette image, la vitesse de la pensée dépassée par la technique, que j'aime beaucoup parce que c'est le globe, évidemment, on est en 1939, mais il y a quelque chose qui anticipe, je trouve, beaucoup du développement de la technologie sur le corps qui arrive à épouser, n'est-ce pas, la surface du globe sur l'avion, donc qui quand même se développe pas mal à cette époque-là, et sur les premiers signaux qui traversent les océans et qui, donc, signaux de SOS, mais ça peut être d'autres signaux, donc toute cette télécommunication sans fil. Et donc, cette rapidité de la technologie et la technologie qui surpasse l'humain. Et j'aime bien son titre parce que je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec son titre, mais c'est-à-dire cette idée que la vitesse de la pensée est dépassée par la technique. C'est comme si donc il y avait une vitesse de la pensée, que la technique arrivait à la dépasser, comme si évidemment il y avait une sorte de course, mais c'est quand même cette idée que la technique peut penser. Et ça, je trouve ça, il y a quelque chose qui anticipe, il me semble un peu, évidemment, on est en 1939, ils ne pensaient pas du tout à l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de gens qui ont pensé au 20e siècle la technologie, qui sont arrivés donc à des propositions comme celle-là. Alors, je vais présenter deux points dans ce premier plan, donc dans ce plan, c'est-à-dire cette première partie, un aperçu historique des rapports entre droit et technologie et ensuite quelques enjeux de régulation. Aperçu historique d'abord, enfin, quand on se pose la question comment est-ce que le droit a accompagné les développements technologiques, la première trace que moi je vois, en tout cas sur le plan législatif, ce sont les législations sur le brevet. Donc, quelque part au 15e siècle, suite à l'essor de premières inventions, on peut penser au moulin à vent, système de canalisation de l'eau. Et là, on va donner un brevet, donc un droit exclusif à des inventeurs. Enfin, ça ne sera pas exactement formulé comme ça au départ, mais c'est à ça qu'on en vient. Et vraiment, l'idée, c'est d'appuyer la technologie, d'appuyer l'activité inventive parce que, c'est ce qu'on va dire à l'époque, elle est socialement utile. Donc, ce premier effet juridique, c'est de dire, ben, c'est génial le droit, c'est socialement, enfin, c'est génial les inventions, le droit devrait accompagner ça parce qu'il y a une utilité sociale. Et bon, il y avait aussi l'idée qu'il y a des investissements et il faut que les personnes qui ont investi pour faire ça puissent récupérer éventuellement les sommes qu'ils ont pu mettre. Et donc, ce qu'on va donner, c'est un monopole d'exploitation. Mais cette idée qu'on a depuis, je dirais, au moins le 15 ou 16e siècle, en Europe, évidemment, on se situe dans un cadre assez occidental ici, là, on est en Europe, d'encourager le progrès. Et je pense qu'on a peut-être là un moment fondateur des rapports entre droit et technologie. Et on a eu après toutes sortes d'inventions, qu'on pense à la radio, à l'enregistreur à cassette, à Internet, aux imprimantes 3D, etc. Et elles se sont toujours faites avec le projet, en tout cas sur le plan juridique, de trouver une place à ces technologies-là. Pas de les remettre en question, mais leur dire, OK, quelle place est-ce qu'on leur donne? Et petit arrêt sur, je trouve une technologie qui a été intéressante et qui a eu une réponse qui, pour le droit, était peut-être inspirante. Je ne sais pas si on va revenir à ça pour l'intelligence artificielle, mais c'est la cassette à ruban. Alors, vous ne connaissez peut-être pas la cassette à ruban. Oui, c'est que Colette, tu connais la cassette? Oui, non, c'est ça. Moi aussi, Colette. Donc, la cassette à ruban, c'est une cassette vierge. Donc, on est à l'époque, puis surtout dans les années 60. Donc, les cassettes à ruban arrivent et les cassettes vierges, donc, arrivent. Et qu'est-ce qu'une cassette vierge? Sur le plan du droit d'auteur, c'est une façon de violer le droit d'auteur parce qu'on peut reproduire des œuvres musicales sans le consentement des titulaires. Et donc, les cassettes vierges se répandent, les gens ce qu'on a fait, on a mis en place un mécanisme de compensation. On s'est dit, on va demander une redevance sur les gens qui produisent ou les gens qui importent au Canada, ça a été vrai dans d'autres pays, ces supports vierges-là, et on va collecter cet argent-là qu'on va remettre après aux auteurs, compositeurs, interprètes.
Et ça a bien fonctionné. C'était une façon de répondre à une technologie en disant, ben, il y a derrière ça une façon de violer le droit d'auteur et on trouve un mécanisme de compensation. Et ça a très bien fonctionné. Et la société au Canada qui l'a géré, la Société canadienne des perceptions de la copie privée, a redistribué des millions et n'existe à peu près plus aujourd'hui parce que des supports vierges, il n'y en a plus. Ça a été, ensuite, ça a été le CD vierge, ça a été une sorte d'autres supports digitaux sur lesquels on peut produire de la musique. Mais bon, ça a quand même été historiquement une façon que le droit a trouvé de réagir à une technologie en compensant. Et ce qu'on peut dire de façon plus générale, c'est que la technologie va arriver en général sans trop de débat sur sa légitimité. Puis là, on peut faire déjà une distinction avec d'autres débats qu'on a sur le plan social que vous connaissez, que ce soit de la peine de mort, au droit à l'avortement, au mariage des conjoints de même sexe, etc. Quand socialement, ces questions-là arrivent, il y a des débats. Puis on est pour, on est contre, on aménage, puis à travers ça apparaissent des traits caractéristiques des sociétés. Avec la technologie arrive, puis on fait bon, ben, on vivre avec et on lui trouve une place. Et donc, premier constat, si on veut, c'est que le droit est assez technophile et que dans un second temps, on va chercher à préserver certains droits. Droit à la vie privée, absence de discrimination, etc. Mais dans un deuxième temps, puis on reviendra peut-être tantôt sur le projet de loi C-27, mais c'est un peu ça, le projet de loi C-27, c'est de dire, ben, il faut sauver des meubles, on va essayer de sauver un peu données personnelles, etc., mais on ne va pas interdire l'intelligence artificielle. Et il faut se rappeler que le droit occidental est vraiment pensé dans la mouvance d'une philosophie au 18e siècle qui, elle, cherchait à dominer la nature. Donc, il y a ça aussi historiquement qui est important. Donc, il fallait que l'être humain, pour prouver ou démontrer une certaine puissance, démontre qu'il domine la nature et la technique, la technologie est une façon de dominer la nature. Dominer les êtres humains aussi, peut-être indirectement, puis on pourrait y revenir, mais avec constamment, puis on a ça donc depuis les brevets, les législations sur le brevet, la technologie n'apporte que du bien essentiellement. Donc, on ne peut pas être contre la technologie. On entend souvent qu'on ne peut pas être contre le progrès. C'est comme une drôle de position d'être contre le progrès socialement, alors qu'on peut tout à fait être contre le progrès, enfin, contre certains développements technologiques. Et donc, la technologie triomphe à peu près toujours. Le seul contre-exemple, puis peut-être que vous me corrigerez, que moi j'ai vu d'une technologie qu'on a contrée, c'est celle du clonage humain. Où on s'est dit, pour des raisons éthiques, on n'est pas sûr. Enfin, on n'est pas sûr, mais on va même l'interdire. Mais pour le reste, on a essentiellement des technologies dans lesquelles le droit donc va de l'avant, donc peut-être à part le clonage. Et en termes de régulation, c'est pas tant que le droit arrive trop tard, même si c'est vrai, c'est plutôt que la technologie prend la place et qu'elle est indélogeable d'une certaine façon. Une fois qu'elle est installée, elle est là. Et il y a des conséquences sur la régulation. Et comme vous le savez, l'intelligence artificielle fascine parce qu'elle fait plus vite, elle fait mieux, entre guillemets, enfin, il faut voir, mais elle a une efficacité qui, évidemment, étonne un peu tout le monde. Alors, le deuxième point, donc ça, c'était, vous avez peut-être, ça fait des choses que vous savez, mais c'était juste pour placer un peu le débat. Ensuite, en jeu de régulation, l'intelligence artificielle doit affronter un public qui est toujours plus technophile, donc qui aime beaucoup la technologie, et une industrie qui a avantage à favoriser la technophilie. Donc, il y a une espèce de convergence entre industrie et public, puis ça, je pense que c'est important de le garder en face, c'est-à-dire de le garder en tête. Et donc, la régulation, le droit a un peu un vent de face, si on veut, dans cette perspective-là. Le public, l'industrie, tout le monde aime la technologie. La technologie apporte quand même plusieurs bienfaits, l'intelligence artificielle aussi, c'est évident. Mais c'est difficile parfois de tenter de réguler contre certaines de ces technologies-là. Et je le dis dans le contexte, puis ça a été un de mes postulats de départ, qu'on a de la misère à prévoir les effets de l'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même là une certaine tension. On laisse aller, on laisse avancer la régulation, mais on ne devine pas tous les effets. Puis c'est comme si, après coup, on va se dire, oups, tu sais, il est en train de se passer ceci, mais il est peut-être un peu tard. Et moi, je pense que l'intelligence artificielle c'est ce que je disais au départ, est un nouveau type de technologie. Ce n'est pas une technologie comme on les connaît. L'intelligence artificielle n'est pas la descendante de l'imprimerie ou de l'électricité ou même de l'Internet. C'est une technologie qui est à ce point différente qu'on ne peut pas
utiliser les a priori précédents pour la réfléchir. C'est pas qu'un outil, c'est pas qu'un moyen de communication ou de reproduction, c'est une main, puis je reviendrai tantôt quand je parlerai du droit d'auteur, parce que c'est une notion avec laquelle on peut se servir, qu'on peut utiliser pour, disons, trancher des questions sur le droit d'auteur. C'est donc une main et c'est, comme on dit depuis quelques années, aussi un cerveau. Donc, alors, c'est pas la technologie ordinaire. À côté de ça, Internet, c'est une façon de transmettre de l'information. C'est une technologie de communication et qui n'est pas de cet ordre-là du tout. Et donc, l'intelligence artificielle est une technologie qui arrive avec, je dirais, un contenu, et c'est là qu'il peut y avoir une incidence sur le droit. Et l'intelligence artificielle va chercher, je pense, dans certains cas, à prendre la place puis et c'est là qu'il y a un peu une concurrence normative. Encore là, je vais y revenir dans un instant. Sur la régulation, sur les enjeux de régulation, l'autre point que je trouve important, je parlais du public, puis je parlais du qui a avantage à développer une forme d'entretenir une forme de technophilie. Il y a toute la question qui nous arrive d'Internet, en fait, et qui nous arrive des GAFAM aussi, la question de la disruption, qui est un drôle de mot, mais qu'on peut utiliser. Le secteur des technologies a un penchant assez net pour la disruption. Et là, je vous cite deux extraits du président exécutif de Google en 2010, donc il y a quand même un certain temps, où il dit « Google is disruptive by nature. We are trying to do things that are new, and when you disrupt things, the people who are being disrupted complain. » Donc, on va de l'avant, on brise des choses. Et dans son cas, il faisait allusion un peu au droit parce que c'était dans le cadre de poursuites qu'il y avait. Puis il dit, c'est bien évident que quand on fonce comme on fonce, il y a des gens qui se plaignent. Se plaindre étant trouver que nos droits fondamentaux sont violés, mais c'est quand même se plaindre. Il dit aussi, if Google stopped all product development whenever it found itself faced with a government suit, it would never build anything. Donc, si le droit nous arrêtait, si on demandait à des étudiants et étudiantes en droit ou enfin à nos juristes, est-ce qu'on a le droit de faire ceci, puis qu'ils nous disaient non, on dirait, OK, on ne le fera pas, ben, on ne développerait jamais. Donc, aller contre le droit est aussi, puis chez Google, c'est assez clair, une façon d'avancer, puis une façon de faire de la technologie, puis de faire avancer la technologie. Donc, il y a un rapport au droit qui est clair. On va aller contre le droit, mais à la fin, on va finir par avoir raison. Donc, ce qui n'est pas rien, je veux dire, certaines actions, certaines technologies mises de l'avant par Google, si on avait posé une question à un examen de droit à l'époque où il les faisait, je pense à Google Books notamment, la réponse du corrigeur était non, Google n'a pas le droit de faire ça. Puis je pense qu'à peu près tous les corrigés en 2003 de droit auraient dit ça, et Google le fait. Et Google se fait un peu poursuivre, Google fait des ententes, et à la fin, ça a quand même fonctionné assez longtemps, ce système-là. Donc, il y a une façon aussi, des technologies, de faire du droit. Je vous cite aussi, qui est peut-être plus connu, enfin, lui il est plus connu, et sa citation, il est aussi, Mark Zuckerberg, qui dit, et ça a été cité souvent, « Move fast and break things ». Alors, c'est cette même idée, on fonce, on avance, on brise, mais c'est pas grave. Parce que la technologie doit passer avant. Donc, il y a quand même tout ce contexte-là. Donc, un certain néolibéralisme, je dirais surtout américain de l'Internet, qui prône une liberté, qui prône le moins de régulation possible. Cette idée qu'Internet, en tout cas, quand c'était à l'époque d'Internet qu'on avait cette réflexion-là, Internet est un autre monde de toute façon, alors laissez-nous tranquilles avec les lois du monde réel, puisque nous, on va fonctionner autrement. Et donc, cette idée de disruption est je dirais, assez importante. Et donc, on peut soutenir, comme descendant de ça, que l'intelligence artificielle va fabriquer du droit, si on veut, par la force de sa présence. En tout cas, c'est une des idées que je trouve qu'il faut mettre de l'avant, ou fabriquer ou imposer du droit par sa présence. Et donc, si on parle de régulation, pour terminer sur cet aspect-là, c'est que ce qui est intéressant quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est de penser que l'IA n'est pas comme telle une norme juridique. Si on le regarde comme une technologie, puis même si on se dit que c'est plus une technologie, il n'y a pas une norme juridique dans l'intelligence artificielle comme telle. C'est évidemment tout ce que l'intelligence va faire et dans la façon qu'elle est, si on veut, envahissante. Et là, on revient, je trouve, en tout cas dans les pistes un peu théoriques qui nous aident à voir clair, c'est Lawrence
20 ans, code is law. Puis quand Lawrence Lessig disait code is law, c'était précisément ça. C'était l'architecture d'Internet va elle-même créer des normes et va elle-même devenir d'une certaine façon du droit. Donc, on a cette idée de concurrence normative. Elle est là depuis, je dirais, le début d'Internet. Et donc, une espèce de régulation par l'usage, parce qu'on va finir par agir de telle façon. Des normes implicites, une concurrence normative, du droit mou. Il y a tout ça, là, tout d'un coup, en tout cas en termes de concepts juridiques qui peuvent s'inviter dans le débat. Et donc, l'intelligence artificielle va, je pense qu'on est capable de le démontrer, affaiblir le monopole de l'État sur le droit. En tout cas, c'est une hypothèse qui peut certainement être discutée, où on va conférer donc aux algorithmes le pouvoir de gouverner. Antoinette Rouvroy, donc, c'est une de celles qui a écrit là-dessus, puis elle est assez intéressante sur cette question-là. Et derrière ça, toute la question du pouvoir qu'on donne finalement aux ingénieurs. Et c'est quand même assez fascinant de voir qu'il y a beaucoup de choses, puis de règles qui nous arrivent par Internet ou par l'intelligence artificielle, au fond, ont été pensées par des ingénieurs qui n'ont pas nécessairement un comité d'éthique, mais qui disent, tiens, cette façon de faire est intéressante, il y a un marché pour ceci, ça va faciliter la vie des gens, et donc voici, je lance telle application. Donc oui, c'est intéressant, mais c'est de réfléchir après s'il n'y a pas une incidence sur le droit. Et après, il y a d'autres formes de concurrence, puis moi, je trouve assez intéressant le fait que de plus en plus des décideurs, donc on est vraiment dans l'appareil judiciaire, certaines décisions, donc, vont être faites par l'intelligence artificielle. Et puis même un peu avant ChatGPT, on avait déjà certains régulateurs qui disaient, je vais faire rédiger un projet de décision par l'intelligence artificielle, je vais réviser après, évidemment, parce que c'est moi qui dois signer, mais si je vois que c'est correct, en gros, je vais la signer. Je veux dire, c'est intéressant, c'est peut-être un gain de temps, c'est peut-être un gain d'argent, etc., mais il y a quand même là l'idée de déléguer une décision, en gros, à un algorithme qui peut-être donnerait la même décision, mais peut-être pas, et qui ne pourrait pas nécessairement avoir une pensée dissidente. On va revenir là-dessus, mais il va certainement avoir la décision la plus mainstream, entre guillemets, possible. Donc, et ce n'est pas évident après d'aller contre une décision de l'intelligence artificielle qui a moissonner des centaines et des centaines de décisions. On est qui après comme décideur, décideuse pour dire je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'affronter. Et donc, on finit par penser comme des algorithmes, ce qui nous ramène à la question, mais qu'est-ce qui les nourrit? Et est-ce que dans ce qui les nourrit, il y a une diversité de points de vue? Est-ce qu'il y a une diversité culturelle, qui est évidemment la question qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a toutes sortes de points de vue? Est-ce qu'on donnerait la même décision dans un autre pays, évidemment avec d'autres règles, mais avec les mêmes présupposés idéologiques, etc. Puis, je parlais un peu de C27 tantôt, mais c'est le projet de loi canadien de l'été 2022. Là, je veux dire, je ne vais pas résumer C27 en une phrase, après c'est ce que je vais faire, mais je veux dire, je suis désolé de le faire. Ce que C27 dit, c'est si elle respecte certaines normes, elle peut tout à fait prendre des décisions. Donc, ce n'est pas le fait de prendre des décisions qui est le projet de loi vraiment en question, c'est de dire il y aura certaines balises, puis comme je disais tantôt, on va sauver certains meubles, vie privée, peut-être transparence dans certains cas, etc. Mais on est d'accord avec cette technologie-là. J'avance pour aller sur la question du droit d'auteur. Et là, on arrive à l'image, je vais revenir à l'image tout à l'heure et on se demandait d'ailleurs si ce n'est pas Charlotte qui est auteur de l'image. Ce qui est une question intéressante pour le droit d'auteur. Pourquoi? Parce que cette image a été fabriquée par une intelligence artificielle et ce que j'ai donné comme indication à l'intelligence artificielle, j'ai écrit exactement ce qu'on m'avait demandé. On m'a demandé, j'ai écrit donc le titre exact de votre présentation, une courte biographie vous présentant, une image libre de droit qui pourrait illustrer le sujet de votre présentation. Celle-ci sera utilisée dans la fiche pour la communication d'événements. Donc, c'est ce que j'ai mis et j'ai eu trois exemples différents d'images. J'ai pris celle-là, je l'ai trouvée intéressante. C'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, on voit un peu. Après, il faut essayer de voir et faire l'interprétation, comment la machine fonctionne, puis c'est quoi. Donc, libre de droit, peut-être que sur libre de droit, ils ont accroché, puis ils ont essayé de dire OK, ça, c'est peut-être un juriste. Et en même temps, pourquoi est-ce que c'est un homme? Pourquoi est-ce qu'il a l'air de sortir quelque part de la Renaissance ou je ne sais pas quelle époque? Non, mais je veux dire, c'est assez fascinant de voir pourquoi est-ce qu'on arrive à cette image-là. Puis toutes les autres, en fait, toutes les autres, j'en ai fait faire 2 autres.
Puis c'est encore ça, on était quelque part à la Renaissance, ou en tout cas autour de cette période-là. On semblait être en Europe à chaque fois. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on avait. Bref, puis on reviendra tout à l'heure pour savoir qui est l'auteur de cette image. Et puis, enfin, on verra ce qu'on fait avec tout ça. Mais donc, d'abord, un peu, donc, je passais assez rapidement sur 3 notions. La notion d'auteur, certains enjeux juridiques, c'est là que je serai plus dans le vif des débats qu'on a actuellement, et certains effets de l'IA. D'abord, rapidement, sur la notion d'auteur. Donc là, on est vraiment dans le droit d'auteur. On a peut-être des préoccupations plus générales dont on vient de traiter. L'auteur au 18e siècle, puis c'est important parce que le droit d'auteur arrive au 18e siècle en Europe. C'est très eurocentré, le droit d'auteur. Enfin, il y a eu des développements après, mais c'est vraiment l'auteur, puis on pourrait dire que c'est l'homme auteur, etc. Là, je veux dire, il y a toute cette critique-là, on peut tout à fait la faire au droit d'auteur. C'est l'institution qu'on connaît, donc elle a été pensée comme ça. Mais c'est aussi, l'auteur arrive en même temps que naît dans la philosophie une certaine pensée de la subjectivité. C'est-à-dire que pour qu'on puisse dire qu'une personne est auteur de l'œuvre, encore faut-il qu'on puisse dire qu'une personne puisse avoir des droits. C'est l'époque où on va donner, comme vous le savez, des droits aux personnes sur, éventuellement, enfin, le droit de vote, mais aussi toutes sortes d'autres droits de la personnalité qui vont apparaître à peu près à cette époque-là. Donc, il y a un fondement philosophique d'une subjectivité qui est importante d'un individu ou une individu qui va revendiquer leur spécificité. Et c'est donc, puis c'est un point important, le moment où l'auteur sort de l'anonymat. C'est le 18e siècle, c'est le siècle du je aussi. J'ai des droits, je peux être propriétaire, etc. Donc, je suis auteur de l'œuvre et cela me donne des droits. Donc, ce je-là, c'est l'auteur qui sort de l'anonymat. On a eu, ça faisait peut-être 300 ans ou à peu près en Europe que les auteurs commençaient à signer leurs tableaux, mais encore là, ce n'était pas une pratique qui était totalement répandue. Donc, quelque chose de l'anonymité de l'auteur qui, tout d'un coup, cesse à ce moment-là. Je suis auteur, j'ai des droits. Et l'œuvre qui cesse d'être un matériau, puisqu'il y a des droits, ben, on ne peut pas prendre n'importe quelle œuvre qui existe, parce qu'il y a eu beaucoup de compositions musicales, notamment qui sont faites en Europe, encore une fois, avec des œuvres d'autres, puis on faisait juste reprendre. On dit que Bach a beaucoup repris ce qui existait ailleurs et que beaucoup d'autres compositeurs de cette époque-là ont fait la même chose, mais ce n'était pas interdit, c'était une façon de composer, au fond, mais là, avec le droit d'auteur, tout ça n'est pas possible. Donc, le sujet humain qui arrive, et j'insiste là-dessus parce que, puis là, je veux dire, j'anticipe sur ce que je vais dire dans quelques minutes, mais c'est ça qui est beaucoup remis en question par l'intelligence artificielle. Donc, un droit d'auteur qui est, je dirais, anthropocentré, donc centré sur l'humain. Alors, quels sont les enjeux juridiques? Donc, c'est là où on arrive dans les débats actuels que vous pouvez peut-être suivre dans les médias. Je dirais qu'il y a un débat sur avant la création et il y a un débat sur après la création. Le débat sur avant la création, puis là, il y a des poursuites aux États-Unis notamment, c'est toute celle de savoir si, ça, c'est l'apprentissage machine, en fait, c'est le fait de nourrir des algorithmes, ChatGPT ou DALL-E ou n'importe quel logiciel qui fabrique des images ou du texte essentiellement, parce que c'est plutôt là-dessus pour l'instant. Est-ce que le fait de la nourrir contrevient au droit d'auteur? Est-ce qu'il faudrait à chaque fois demander aux auteurs, voulez-vous qu'on mette votre œuvre dans notre algorithme? Donc, cet aspect-là, si on veut, c'est le premier qui est chaudement débattu. Évidemment, c'est là que je reviens avec, c'est pour ça que je m'étais arrêté un peu sur la cassette vierge tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un système, enfin, pas le même, mais quelque chose qui nous fait penser à la cassette vierge des années 60, en fait, cette législation sur la copie privée qu'on a eue à partir des années 60 jusqu'à, enfin, qui existe encore, mais qui a à peu près perdu tout son sens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui peut être réfléchi pour compenser? Ça, c'est donc, il y a clairement un débat juridique là-dessus. Moi, j'ai l'impression que l'industrie va gagner ce débat-là et que surtout, entre autres, aux États-Unis, ce qui était comme la pire place pour poursuivre, parce qu'ils ont une notion de fair use qui est tellement généreuse que ça va passer pour du fair use. Et puisque l'usage est transformatif, ils vont, à mon avis, pas rencontrer les critères. Il faudrait qu'ils démontrent une perte économique assez importante pour être compensée. Et encore là, moi, je pense que ça va passer pour un usage donc équitable, donc ce que les Américains. C'est pas ce que je souhaite, mais je pense que c'est ce qui risque d'arriver.
Et donc, ça va repousser un peu les limites de l'utilisation équitable. Donc, c'est-à-dire pas de consentement nécessaire, pas de rémunération et pas d'attribution. C'est-à-dire, on ne dira pas qui a été utilisé pour faire telle et telle image. Tu sais, ça pourrait être ça qui arrive. Donc, ça, c'est les débats sur l'avant. On verra la suite, là, on pourra suivre l'actualité juridique dans les années à venir. Là, tu sais, je passe vite, mais c'est pour vous donner une idée. Et sur l'après, sur le résultat, là, on a quelques décisions qui sont assez intéressantes et qui nous disent, en gros, là, surtout depuis un an, que les œuvres produites par l'intelligence artificielle sont dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'auteur. Et ça, c'est intéressant, mais en même temps, il y a peut-être un effet là qui était un peu insoupçonné. Donc, pourquoi? Parce que le droit d'auteur est pensé pour les humains. Je vous disais tantôt, il est anthropocentré, c'est-à-dire que ça prend un être humain derrière la création de l'œuvre pour qu'on puisse donner un droit d'auteur. Donc, on n'aurait pas un droit, on n'aurait pas un humain derrière, donc on aurait donc une machine, et comme on ne peut pas donner de droit à une machine, ben, pas d'auteur, ça veut dire pas d'œuvre, ça veut dire tout le monde peut s'en servir, ce qui nous va peut-être nous ramener à notre image de tout à l'heure. Et là, comment on fait pour arriver à cette conclusion-là? Le petit détour, pour moi, il passe par une distinction qu'on n'a à peu près jamais faite en droit d'auteur parce qu'elle allait tellement de soi qu'on n'a pas cru bon en parler, qui est la distinction entre la main et l'outil. Il n'est jamais venu à l'idée de producteur de pinceaux de poursuivre des peintres en disant « la toile a été faite avec mon pinceau, donc je suis co-auteur de cette toile-là ou auteur ». Même chose pour ceux qui fabriquent des stylos, ne vont jamais revendiquer le droit sur le roman qui a été écrit avec le stylo. Ce n'est qu'un outil et la personne qui a le droit, c'est celle qui contrôle la main. Et c'est tellement évident, cette distinction-là, que la doctrine en droit d'auteur en parle à peu près jamais. C'est tellement que ça va de soi. Mais c'est ça qui est un peu remis en question par les images ou les textes créés par l'intelligence artificielle, parce qu'on peut dire que la main, c'est l'intelligence artificielle. Donc, quand je disais tantôt, c'est pas juste un outil. Si l'intelligence artificielle est la main, ben, c'est à elle qu'il faut donner le titre d'auteur. Et comme elle n'est pas humaine, donc la conclusion sera de se demander, enfin, de se dire que ça va dans le domaine public. Alors, cette distinction-là, comme je dis, qui n'a jamais été trop importante en droit d'auteur, tout d'un coup peut peut-être nous aider. Et une autre distinction qu'on a fait en général en droit d'auteur, c'est de s'intéresser au fait de la création, donc de regarder dans le processus créatif qui a fait quoi pour déterminer qui est auteur, et non à l'intention. C'est en général comme ça. Je dis en général parce que je ne dirais pas qu'il y a un consensus sur la chose, mais en général, on a dit, c'est si je veux savoir qui a créé une œuvre, je vais regarder qui a participé au processus créatif. Et quelqu'un qui aurait eu l'intention de collaborer à une œuvre, mais qui, au fond, aurait rien fait, ne pourrait pas dire « je suis co-auteur de cette œuvre-là ». Et ça, donc, c'est l'autre façon de réfléchir qui va être intéressante pour essayer de trancher les questions de droit d'auteur. Parce que si on conserve ces principes-là et qu'on revient ici à cette image, au fond, la question que le droit d'auteur va poser à l'intelligence artificielle, c'est qui a contrôlé la main? C'est qui a participé à la constitution de cette image-là? Et est-ce que le résultat était prévisible? C'est si Charlotte, en me disant ça et en tapant donc ces mots-là dans un logiciel générateur d'images, dit je sais que ça va donner ça ou à peu près, ben, peut-être qu'on pourrait dire qu'elle est auteure parce qu'elle savait que ça allait à peu près donner ça. Mais si elle n'a aucune espèce d'idée, c'est pas clair qu'elle est auteure. Est-ce que moi je suis auteur parce que je l'ai tapé? Pas clair. Peut-être que j'ai pris la décision de. C'est là que la question de l'intention peut peut-être revenir nous hanter en disant, ben, en fond, moi, j'avais l'intention de créer une œuvre. Alors, je pourrais être auteur, mais dans les faits, j'ai fait très peu de choses. Je veux dire, c'est moi qui ai... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant comme exemple. Les mots de Charlotte, c'est moi qui décide qu'on va faire une œuvre avec ça. Je ne suis pas sûr que moi, je suis nécessairement auteur. Je ne pense pas que Charlotte l'est non plus. Alors,
c'est des algorithmes. Il y a peut-être des éléments d'œuvre connus dans cette Oui, exact. Alors, peut-être, oui, après, je l'ai mis dans. J'ai essayé de voir. Oui, j'ai mis dans Google Images. Justement, j'ai essayé de savoir. Puis, j'ai pas trouvé des trucs trop concluants. Un peu, mais rien de trop concluant pour savoir. Donc, si c'était vraiment une image qui ressemblait beaucoup. Puis, si Charlotte pouvait se faire poursuivre, n'est-ce pas? En violation de droit d'auteur. Ça fait un peu penser à Autodix. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser aux peintures de Autodix. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment... C'est ça. Après, en histoire de l'art, on est capable de rattacher ça peut-être à certains courants. Mais oui, pourquoi pas? Puis c'est assez intéressant. C'est intéressant que ce soit en noir et blanc aussi. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris. C'était pas ta commande? Non. Que ce soit non, moi, j'ai uniquement mis les mots de Charlotte. Et ça a donné ça. Puis je l'ai essayé 3 fois de suite en 3 minutes, là, puis 3 fois, les images étaient différentes. C'est comme quoi ils génèrent, ils cherchent. Puis, et c'est là que certains vont dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle comme un outil, justement. Parce qu'ils vont dire, non, c'est pas ça que je veux. Puis ils vont changer les mots. Ils vont dire, OK, si j'enlève telle phrase des mots de Charlotte, puis OK, mais je vais rajouter ça. Puis à la fin, après une cinquantaine d'allers-retours, là, ils sont capables de dire, mais je m'en suis vraiment servi comme outil. Parce que c'est ça que je voulais que ça... Je ne savais pas exactement que ça allait donner ça, mais j'ai quand même orienté le résultat. C'est comme quoi l'intelligence artificielle peut tout à fait être aussi un outil. Moi, je pense que là, on s'en est servi comme main totalement, puis que je pense qu'il n'y a pas de droit parce que, au fond, j'ai eu, et Charlotte aussi, là, désolé de pas intervenir dans ce débat, mais j'ai aucun contrôle sur ce qui s'est passé et j'ai simplement pris ça. Donc, si le critère est le contrôle et de savoir qui contrôle la main, ben, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, et là, on en arrive à la troisième partie, il n'y a pas de droit sur l'œuvre et l'œuvre est dans le domaine public. C'est pour ça qu'il y avait tout à fait, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, on peut bien la publiciser comme on veut. Dans mon esprit, il n'y avait pas de souci. Et donc, j'arrive au troisième point, qui est les effets de l'IA, donc toujours sur le droit d'auteur. 3 effets, en gros, donc agrandissement du domaine public, et des effets sur la question de l'auteur et d'autres sur l'œuvre. Donc, je ne l'ai pas mis dans le plan, mais je vais parcourir ça rapidement. Agrandissement du domaine public, c'est un peu ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que là, on crée des œuvres qui vont être dans le domaine public. Et le domaine public est assez intéressant parce que c'est comme si par défaut, le domaine public a toujours existé. Quand le droit d'auteur arrive au 18e à peu près, là, on dit on va privatiser, si on veut, des œuvres. Et ce qu'on privatise, on le sort du domaine public pour le donner à quelqu'un. Mais avant le droit d'auteur, tout était dans le domaine public d'une certaine façon. Et c'est un peu un jeu à somme nulle, c'est-à-dire ce qu'on privatise, pour parler comme ça, on l'enlève du domaine public. Il y a certaines exceptions qui nous permettent de dire qu'il y a des œuvres qui sont à la fois dans le domaine public et pas dans le domaine public. L'utilisation équitable étant un exemple de ça. Mais le domaine public a toujours été la figure centrale par défaut, si on veut, du droit d'auteur. Et donc, l'hypothèse ici, c'est que l'intelligence artificielle tire le droit d'auteur vers le domaine public. Et je vais vous donner donc des exemples pour l'auteur et pour l'œuvre. Pour l'auteur, donc, comme on l'a vu pour l'image, on peut avoir des œuvres sans auteur et ces œuvres-là vont circuler. Donc, ce sont des œuvres qui sont dans le domaine public. Mais il y a aussi, je dirais, une forme d'hybridation machine-humain, où justement, l'humain va se servir un peu des images faites avec intelligence artificielle et on ne sait pas à quel degré l'humain s'en sert. Et l'humain ne va pas nécessairement le dire. Et ça, c'est intéressant. Je veux dire, les gens ne dévoilent pas nécessairement avec quoi ils ont écrit un texte, avec quoi ils ont fait une image. Et donc, on a quelque chose là, en tout cas, qui est, je pense, un effet d'un domaine public au sens large, où on retourne un peu comme les compositeurs avant le droit d'auteur, avec des sources qui ne sont pas nécessairement citées. Et tout ça, je pense, en tout cas, c'est une des hypothèses, qui n'est pas une hypothèse forte, mais quand même, je trouve une hypothèse à discuter, mène à une forme d'anonymisation des auteurs. C'est-à-dire que, justement, on ne sait pas qui a créé, et c'est comme si ce n'était pas si grave que ça, qu'on ne le sache pas. C'est une image.
l'auteur derrière, c'est peut-être pas si important. Tu sais, les textes journalistiques, éventuellement, tu sais, je veux dire, tu sais, tu vas connaître, il y a quelque chose là. Je trouve, en tout cas, qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Est-ce qu'on veut savoir qui est le journaliste ou la journaliste qui a écrit le texte? Tu sais, on veut la nouvelle et... Ben, même avant l'IA, hein, les gens s'en souciaient pas beaucoup. Oui, c'est ça. Ben donc, ça contribue à, je dirais, à ça. Mais en droit d'auteur, je dirais qu'il y avait quand même cette idée peut-être un peu plus forte de savoir qui était là. Mais anonymisation des sources aussi, parce que précisément, on ne sait pas qui est derrière. Tu sais. On ne sait pas qui l'a créé, mais même, on ne sait pas qu'est-ce qui a alimenté. Ça fait il y a quelque chose là autour de l'anonymisation avec cette idée, donc, qu'on avait dans l'Antiquité, où l'auteur, c'est le relais d'une volonté divine, au fond. C'est pas lui ou elle qui crée. Il y a quelque chose qui passe à travers l'auteur et qui nous donne une œuvre. C'est un peu comme si c'était ça. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à dire là. Et autour donc du sujet libre et l'individu autonome du 18e siècle, il y a quelque chose, je trouve, qui se joue là-dessus. Et aussi, c'est un peu le paradoxe, qui n'est pas inintéressant, mais du fait que maintenant que tout le monde peut faire des œuvres, tout le monde peut en créer, c'est comme si c'est ce qui allait mener le droit d'auteur à sa perte. Et là, il y a vraiment quelque chose, puis je rebondirai là-dessus tout à l'heure, avec une pensée pour essayer de voir comment on peut sauver les auteurs qui veulent vivre de leur travail. Et donc, ça, c'était sur l'auteur. Et l'autre effet, donc, je termine là-dessus sur l'œuvre, c'est s'il n'y a plus de droit sur l'œuvre, l'œuvre devient un matériau. Et les décisions américaines, si c'est ça, sur l'utilisation équitable, sur le fait de nourrir les algorithmes avec des œuvres sans rémunérer, sans monétarisation et sans nommer les auteurs, vont participer de ça. Les œuvres, au fond, ce sont des matériaux. Bref, l'apprentissage machine, donc, qui irait dans le sens de l'utilisation équitable. Alors, je conclue cette partie-là avec l'hypothèse encore. J'utilise le mot hypothèse depuis tantôt un peu à dessein là, pour vous montrer qu'il y a encore de l'incertain là-dedans, mais qu'on est proche, enfin, qu'on peut se rapprocher de quelque chose qu'on avait au Moyen Âge, donc avant le droit d'auteur, un auteur qui est anonyme et l'œuvre qui est un matériau. Il y a clairement là une piste, et c'est quand même intéressant parce que c'est l'intelligence artificielle qui est la technologie la plus poussée qu'on connaisse, qui nous ramène au Moyen Âge, de ce point de vue-là. Alors, dernière partie, ça c'est The Next Rembrandt, que vous connaissez, ça a été, je dirais, l'œuvre peut-être la plus importante pour l'IA. 2016, ça fait quand même, ça commence à faire un certain temps, qui a été faite donc par une intelligence artificielle qui a été nourrie par du Rembrandt, si on veut. Toutes les toiles de Rembrandt, avec donc toutes les caractéristiques qu'on pouvait deviner chez Rembrandt, c'est qui, comment ils sont habillés, ils regardent vers où, etc. Puis on a demandé donc de nous faire une image avec un mâle caucasien autour de 40 ans avec un chapeau qui regardait vers la gauche, etc. Puis je veux dire, je romantise en disant on a pesé sur Go, puis ça a donné, mais j'ai l'impression qu'on n'était pas trop loin de ça. Et donc, ça a donné cette œuvre qui a à la fois surpris tout le monde parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner et qui en même temps donc pouvait, pour les spécialistes de Rembrandt, dont je ne suis pas, mais bon, vite comme ça, en néophyte, ça ressemble peut-être à un Rembrandt, effectivement. Je sais pas, mais même les spécialistes disaient, effectivement, ça ressemble à un Rembrandt qui ont imprimé avec une imprimante 3D pour donner un peu la texture comme si c'était une toile. Alors, ça a été, je trouve, un événement marquant parce que, donc, on arrive avec cette toile-là et on démontre, au fond, que la technologie est capable de faire quand même des prouesses. Je vais en reparler dans un instant. Donc, ma dernière partie sur art et culture, la question du statu quo, la question de l'acculturation. D'abord, celle du statu quo, c'est peut-être des idées que vous connaissez, mais au fond, si on se dit que l'intelligence artificielle travaille à partir de données qui sont existantes,
on peut se demander s'il n'y a pas une forme de statu quo qui est maintenue. C'est une espèce de stabilité dans ce qui va être fait. Ça donne un nouveau Rembrandt, justement, mais ce n'est qu'un nouveau Rembrandt. Je veux dire, c'est pas une toile qu'on n'aurait jamais pensé qu'il était possible de faire. C'est un Rembrandt. Ah oui, évidemment, on a demandé un Rembrandt, ça donne un Rembrandt. Je veux dire, c'est intéressant, mais il n'y a rien d'innovant là-dedans. C'est comme s'il y avait une standardisation. C'est presque banal d'une certaine façon. Et là, on peut se demander où est la diversité culturelle aussi là-dedans. Comme diversité culturelle, si c'est ça qui nous intéresse à la fin, c'est ça qu'on a comme œuvre. C'est de quelle culture cette œuvre-là? Et toutes les œuvres qu'on fait, c'est quoi leur origine? Je veux dire, l'œuvre qu'on a vue tantôt, faite par Charlotte ou Paul, c'est quoi sur le plan culturel, comment est-ce qu'on la qualifie, puis surtout si on se met à les utiliser. Si c'est anecdotique, c'est juste pour une affiche, pour une conférence, ça va. Je veux dire, c'est une chose, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Puis c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que puis c'est un des paradoxes de l'IA, c'est-à-dire qu'elle est d'une certaine façon tournée vers le passé. Parce qu'elle est nourrie de ce qui existe déjà. Oui, elle essaie d'anticiper à partir de ça, mais elle est quand même nourrie par le passé. Et c'est un progrès qui est plus technologique que social, si on veut, l'IA, ou culturel. C'est un peu ça mon point. Genre, sa vitesse, la fascination de l'IA, c'est dans le calcul, c'est dans comment elle fonctionne, mais après, il y a un résultat. Puis je disais au début, c'est les effets qu'on mesure mal, mais je trouve que là, il y a quelque chose là à dire sur l'IA, donc qui ressasse ce qui existe. ChatGPT va donner la réponse la plus probable. Elle ne va pas donner une réponse révolutionnaire. Elle ne va pas donner une réponse auquel on n'aurait jamais pensé. Enfin, je pense, il me semble que non. Il y a quelque chose de très standardisant là-dedans. Et donc, en termes de diversité, il y a quelque chose qui peut nous inquiéter. Ce n'est pas la réponse la plus audacieuse, je pense. Je ne sais pas si on met « donne-moi une réponse audacieuse ». Il paraît que ça donne… Moi, je le fais pas, mais on m'a dit que ça peut donner des résultats intéressants quand on qualifie le type de réponse. Oui, je pense qu'à la fin, quand on la retravaille, on finit par… Tous ceux qui disent qu'ils s'en servent, non pas comme main, mais comme outil, qui finissent par dire, mais après, oui, des interactions, on arrive peut-être à voir quelque chose, mais bon, en même temps, puis si on revient à ce nouveau Rembrandt, ce nouveau Rembrandt, il est intéressant pour la technologie. Technologiquement, c'est super intéressant de pouvoir faire ça, mais je pense qu'il est inintéressant pour l'art. Je veux dire, vraiment. Puis il est intéressant pour le marché de l'art aussi. Je veux dire, peut-être qu'il se vend, puis etc. Là, il y a quelque chose là, mais pour l'art en soi, pour la culture, il n'est pas intéressant. Il me semble, en tout cas. C'est évidemment mon point de vue. Puis je ne pense pas que l'IA, puis là, il faut voir, je sais que ceux qui sont vraiment à fond dans l'IA ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que l'IA ne peut pas avoir une pensée artistique. Ne peut pas avoir un véritable projet artistique. Je ne pense pas. Mais je veux dire, ça se peut que je me trompe. Je pense que l'IA ne pourrait pas créer une œuvre révolutionnaire comme des grandes œuvres qui ont changé. Pas d'émotion, en fait. Et à partir du moment où il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de… Parce qu'elle n'a pas d'émotion, je suis d'accord, mais j'ai envie de dire un peu pour provoquer, parce qu'elle n'a pas de génie. Elle n'a pas ça. Je veux dire, elle ne penserait pas écrire un roman sans la lettre E, comme Pérec a fait. Mais si on lui dit, écrivez-moi un roman sans la lettre E, elle va le faire. Oui, bien sûr, je dirais elle est capable, mais elle n'aura pas cette idée-là. Je pense à un exemple. Non, je ne suis pas censée t'interrompre. Non, vas-y, tu les as fait. Cet artiste allemand qui avait gagné un prix de photo qu'il a refusé, c'est des images qui… C'est pas des photos. Non, mais c'est ça, mais dans un concours de photos. C'est ça. Oui. Donc, il a refusé le prix de photo et c'était un stand parce qu'il voulait montrer que… Mais il avait fait des images avec IA et moi, je ne suis pas une spécialiste, là, mais je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose dans ces images. Cette image-là et toute la série d'images qu'il a fait qui porte justement, comme beaucoup d'œuvres conçues avec l'IA, sur notre rapport à la réalité, au vrai ou faux, à l'histoire, à la mémoire, tout ça. C'était vraiment des images très, très fortes. Alors, il y a quand même… Mais oui, c'est ça, l'IA était à ce moment-là juste un outil et c'était la vision… Ça, tu peux concevoir que ça peut
permettent de créer des vraies œuvres. Oui, absolument. Okay. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est ça que je dis. Il y a l'IA comme outil, puis il y a l'IA comme main. Oui. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Puis moi, j'ai l'impression que ça en est servi un peu comme outil. Je n'ai pas l'impression qu'il a créé ces photos-là en 10 secondes, là, comme j'ai fait moi cette image-là. Il les a retravaillées, puis il les a retouchées. Puis, mais oui, ça venait essentiellement. Il n'a pas pris la photo au départ. Ce qu'il y avait sur l'image, c'était pas d'abord une de ces photos-là. C'est ça. Mais en même temps, oui, ce qui est fascinant de ça, c'est qu'il a gagné un prix. Oui. Comme quoi, il y avait une valeur à sa photo. Oui, mais tout ça demeure assez bouleversant, si on veut, de ce point de vue-là. Mais donc, oui, est-ce que tout ça pour dire que jusqu'à quel point il y a quelque chose de banal dans le résultat, c'est la répétition du même. L'idée que l'IA ressort, comment est-ce que ça se transpose en art? Est-ce qu'on peut avoir des œuvres qui nous dérangent? Je pense que si oui, on travaille l'IA comme outil, c'est possible, mais l'IA comme telle, l'IA qui ferait des œuvres où elle serait auteur, là, je pense que c'est plus difficile. Puis un autre enjeu pour la culture, puis c'est un peu ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que l'IA ne change pas notre façon même de créer? Puis ça, c'est un vieux débat chez les artistes, c'est que les outils prédéterminent la forme de l'œuvre, que la machine à écrire a changé la façon d'écrire, que l'ordinateur a aussi changé la façon d'écrire, etc., etc. Donc, oui, l'IA, assurément, peut-être que dans 50 ans, les historiens et historiennes de l'art vont dire, OK, il y a eu à partir des années 20 ou un peu après, ou 2025, je ne sais pas trop, là, toute une génération d'œuvres, d'artistes qui créent avec l'IA et ça paraît parce que ça a changé les choses. C'est l'article que j'aime toujours citer de Nicholas Carr, Is Google Making Us Stupid? Qui démontre comment même notre façon de réfléchir change à cause des requêtes qu'on fait à Google. Je trouve qu'il y a là quelque chose, encore là, c'est un effet qu'on ne peut pas prévoir, là, je reviens toujours là-dessus, mais il y a ça. Sinon, dernier point sur l'acculturation. D'abord, la relation avec le public. Quand on est face à une œuvre créée par l'IA, la relation avec le public est, si on veut, un peu ébranlée parce qu'on n'est plus devant un auteur ou un interprète. Alors que l'art, c'était aussi cette rencontre-là. Je rencontre à travers l'œuvre, ce que Charlotte a fait, son œuvre, son travail, mais là, il n'y a plus ça. Il manque, je trouve en tout cas dans la relation qu'il y a quelque chose qui est brisé, puis on ne sait plus exactement qui est devant nous. Fait qu'il y a ça, et il y a l'autre idée qui est le rapport à l'écriture. Puis je vais finir là-dessus, puis si j'ai le temps, je conclurai, sinon ça se fera dans le cadre de la discussion. Je viens de voir l'heure, ça va se faire dans le cadre de la discussion. Mais je vais juste, sur l'idée d'écriture, on peut se demander à quoi va servir le fait même d'écrire, étant donné l'IA. Pourquoi est-ce qu'on écrirait? Et pourquoi est-ce qu'on écrirait des courriels? Pourquoi est-ce qu'on écrirait des livres? Je veux dire, si l'IA est capable de faire à peu près aussi bien, évidemment, en version peut-être banale, en version ressassée avec tout ce qu'on vient de dire, mais c'est quoi l'intérêt? C'est l'exemple que j'avais donné à cette présentation-là, parce que j'avais été fasciné, parce que justement, je m'intéressais à l'IA. Alors, je recevais de la pub IA, là, et ce qu'on me disait, il y avait une pub que j'ai trouvée vraiment fascinante, où on me disait, arrêtez de rédiger vos courriels et laissez pas une machine le faire. Nous, on va le faire pour vous, mais le nous étant une machine, évidemment un algorithme, mais il nous disait, personnalisez l'algorithme, dites-nous vous êtes qui, comment vous voulez répondre, et quand vous recevez un courriel, on va analyser puis on va vous faire une proposition de réponse. Et c'est assez fascinant parce que, tu sais, Véronique... On a déjà ça dans les courriels. Ben, on a déjà un truc qui, merci. Oui, c'est ça, exact. Mais tout à fait. Mais là, oui, exact. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Et donc, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est, tu sais, si j'écris à Véronique, puis en fait, on m'a suggéré le texte que j'écris à Véronique, évidemment, je l'ai approuvé. Mais je veux dire, je suis en train de penser comme la machine. Je veux dire, tu sais, il y a ça, là. Tu sais, je suis plus en train de trouver mes mots, puis de chercher mes mots, puis tout ça, là. Je suis en train de valider ce que la machine a fait. Et que Véronique me répond avec la suggestion de la machine. Et que moi, je lui réponds. Tu sais, on est en train d'échanger. Mais qui est en train de parler, là? Est-ce que c'est un échange entre nous deux ou c'est des algorithmes qui sont en train un peu de rire de nous, je trouve, tu sais? Ou en tout cas Il faut écouter la série Silicon Valley. Surtout la dernière saison, il est question de ça. C'est un sitcom américain super bien fait. Il y a toute une séquence comme ça avec des intelligences
Qui se parlent, C'est oui. des intelligences, des avatars qui se textent pendant des heures et des heures. Non, c'est ça. Il n'y a aucun humain. Non, puis ils sont tout à fait capables. Et de la même façon que le GPS nous fait un peu perdre le sens de l'orientation, c'est cette même idée-là que pourquoi, dans quel contexte est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'écrire? Et il y en a finalement très peu. Si on nous suggère des textos, si on nous suggère des courriels, après, il reste quoi? Dans quel contexte on va vous dire, on peut vous écrire votre mémoire de maîtrise aussi, si vous voulez. Là. Des demandes de subvention. Des demandes de subvention, puis ils vont être assez bien écrits, puis il n'y aura pas de faute, puis etc., etc. Ça fait il est où l'intérêt d'écrire? Je trouve que là, on pose une question culturelle importante, parce qu'écrire, c'est quand même penser. Je veux dire, c'est pas rien écrire. Là. Et l'argument contre était, oui, mais il y a plein d'analphabètes qui, justement, vont être capables. Je veux bien, c'est sûr, mais ils vont savoir, je ne suis pas sûr qu'ils apprennent à écrire, ils apprennent à envoyer du texte, mais ils n'ont pas nécessairement appris à écrire. Puis il y a plutôt un nivellement de ceux qui écrivent, qui vont arrêter d'écrire. Et là, je trouve qu'il y a un enjeu culturel. Et dans cette pub-là, donc, ce que je trouvais fascinant, c'est que, aussi dans une autre que j'ai vue après, donc la personne gagnait tellement de temps parce qu'elle rédigeait plus ses courriels qu'elle pouvait enfin jouer de la musique dans son garage avec sa fille. Mais je veux dire, c'est comme une vue de l'esprit. Finalement, le temps que tu as économisé, tu vas pouvoir le consacrer à un loisir avec tes enfants, alors qu'on sait très bien que tu vas rester sur ton ordi faire autre chose. Puis, ça fait, il y a quand même, on échange ça contre du loisir. Enfin, je suis pas sûr. C'est une belle vision, mais je suis pas sûr de ça. Il y a plein de trucs que j'avais pour conclure, mais là, je vois que le temps avance, c'est que j'ai pris presque 45 minutes. Ben, écoute, prends quand même minutes, 5 minutes, puis on aura 25 minutes pour discuter. Je pense que ça va. C'est-à-dire, je voulais conclure sur des penseurs que moi, je trouve toujours pertinents pour réfléchir, mais qui sont à peu près pré-intelligence artificielle et qui arrivent quelque part entre les années 40 et 70. C'est l'école de Francfort. Puis l'école de Francfort a beaucoup réfléchi à la technologie puis à la technique. Et avec cette idée qu'on a vu la technique comme une façon de se libérer et que finalement, c'est une forme d'aliénation. Puis il y a beaucoup de cette pensée-là. Enfin, je ne développe pas là-dessus, mais je trouve qu'il y a encore quelque chose d'assez pertinent autour de ça. Et sinon, sur des pistes de solutions, mais ça, je reviendrai dans la discussion, là, mais je vais peut-être juste, je vais m'arrêter là, puis on pourra voir, quelles sont les solutions pour des auteurs, quelles solutions, et peut-être une des solutions, ou un des problèmes qu'on voit, puis on entend de plus en plus parler, puis là, vraiment, j'arrête après, c'est le fait qu'il y a une privatisation de l'IA, et c'est peut-être un des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instances publiques qui sont dans l'IA. Je disais tantôt, c'est des ingénieurs, peut-être avec des comités d'éthique, là, je veux bien, ou des juristes, puis tout ça, mais il y a très peu d'instances publiques qui regardent ces entreprises-là. Et là, je trouve qu'il y a un enjeu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'IA? Je ne dis pas qu'il faut privatiser l'ensemble des entreprises qui font de l'intelligence artificielle, mais il y a certainement, je trouve, pour l'instant, une espèce d'abandon des pouvoirs étatiques à s'intéresser à ça, sinon qu'avec C27, qui me semble être une pâle réponse à la chose. Faites attention aux données personnelles, puis on va peut-être vous demander un peu de transparence. C'est de pas réfléchir à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ce sont des conséquences, comme je vous dis, qui sont peut-être juste dans ma tête ou dans la tête on ne sait pas comment anticiper l'IA. C'est pour ça que la moitié de ce que je vous ai dit là n'arrivera peut-être pas, et peut-être un peu fabulé, mais je pense que je suis aussi crédible qu'à peu près n'importe qui en parle, aussi. Je veux dire, on fabule un peu tous ou toutes sur ces questions-là. Alors voilà, à vous maintenant. Merci vraiment beaucoup, Georges, puis je sais que tu as encore plein de choses à dire, mais effectivement, on va donner l'occasion au public de poser des questions. Vous pouvez le faire par le chat. Il y a Iris qui est devant le Zoom et qui peut aussi voir s'il y a des personnes qui lèvent la main. Tu vas voir, Iris? Et évidemment, s'il y a des questions dans la salle. Ah oui, c'est vrai, comme ça, on va pouvoir voir la salle. Excellent. Cliquez sur stop. Donc, en ligne, si vous avez des questions, manifestez-vous.
vous pouvez les poser dans la conversation également. Ah, ben c'est bien, on peut voir qui est en ligne aussi. Bienvenue. Dans la salle aussi, il y a souvent des questions. Qui veut casser la glace? Pas de questions qui viennent à l'esprit? René? René Audet? Heureuse de te voir, René. Vas-y. Salut, René. Vous m'entendez bien? Oui. Ça va. On s'amuse. Moi, j'ai comme l'image figée. Et j'entends rien. Je ne sais pas si les autres personnes ont. Est-ce que ton... Ah, OK. Non, il y a un lag, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, la question de la technique est intéressante parce que pour l'écriture littéraire notamment, mais on voit pour la peinture, ça intervient toujours. Tu disais tout à l'heure, et je m'amuse un peu là, à faire l'avocat du diable, là, pour des juristes, c'est toujours amusant, de se dire qu'il n'y a pas de façon naturelle de s'exprimer non plus. Au sens où l'utilisation d'un code linguistique, que je m'adresse à vous en français, que je fasse en espagnol, en allemand, en anglais, va amener des différences, des subtilités, des façons d'intervenir ou des allusions qui vont nécessairement détourner, nécessairement changer la façon de s'exprimer. Et donc, déjà, le code linguistique est une technique et influence les choses. Mais bon, ça, c'est plus pour l'ordre du commentaire. Une petite question peut-être pour Georges. Un truc qui me tarabuste depuis un bout de temps, c'est l'idée ou la notion de patrimoine culturel. Évidemment, on peut s'objecter du point de vue éthique de l'utilisation commerciale qu'on peut faire des outputs d'intelligence artificielle, mais est-ce que du point de vue de la durée longue de la culture, du patrimoine que le constitue, même peut-être l'idée des communs où on pourrait mettre le patrimoine culturel, on pourrait imaginer que les outils d'intelligence artificielle vont simplement s'inscrire dans cette transformation lente des matériaux et des possibilités offerte par la culture, qui est toujours dans un principe de réappropriation. Je ne dirais pas de remix, c'est peut-être un peu fort, mais Lawrence Lessig serait bien d'accord. Donc, dans cette idée où on ne crée jamais à partir de zéro, mais à partir de notre lecture, interprétation et petite transformation de ce qui nous a précédé. Ben, écoute, c'est une grande question. Vous pouvez m'aider à répondre si vous voulez. Merci, René. C'est-à-dire que oui, évidemment, on ne crée pas à partir de rien. Je pense que ça, c'est assez évident. C'est l'idée, c'est pour ça que ça déconstruit un peu l'idée de l'individu autonome du 18e à qui peut-être qu'on supposait trop de choses, peut-être qu'on l'a trop glorifié, cet individu-là, en disant il peut être génial, il est extraordinaire, il va faire une synthèse nouvelle. Moi, je pense que c'est beaucoup ce qui est arrivé malgré tout, là. Mais oui, cet individu-là, comme n'importe quel artiste qui va créer à partir de ce qui existait, on s'entend là-dessus. Après, moi, ce que je m'en doute, c'est la capacité de l'IA d'être un ou une artiste et de contribuer à la culture. D'abord, en vertu de ce qui a nourri l'IA, parce qu'elle a vu bien plus de choses que la personne qui a vécu au Québec, puis qui a lu des romans québécois, puis qui à un moment donné en écrit un. Elle a lu à peu près tout ce qui est possible de lire, puis elle connaît l'histoire de la peinture. Elle part avec une espèce d'a priori que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose là qui, je trouve, change et qui est, je pense, assez fondamental, mais je dirais de façon plus importante, ce qui, moi, oui, patrimoine culturel, puis je pense qu'il faut se faire à l'idée qu'on va cohabiter avec des œuvres faites par l'IA, puis ce qu'il va falloir développer, c'est des façons un peu comme on a dans d'autres secteurs, en alimentaire, par exemple, une certification humaine. Cette œuvre est créée par des humains où tu peux contenir des traces d'IA, mais très peu. Là. On va aller un peu dans ce sens-là, mais c'est que l'IA prend la place. Et c'est là que moi, je mesure très mal quelle place elle prend, mais clairement, elle prend de plus en plus de place. Ça fait puis je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question, René, mais c'est l'idée que dans ce patrimoine culturel-là, il y aura de plus en plus d'œuvres qui seront valorisées et qui seront créées par l'IA. C'est là que moi, je vois potentiellement un problème.
Ça va? Là, René, tu es supposé dire oui, je suis tout à fait d'accord. Ben, c'était plutôt pour se mettre dans une autre lecture du fâcheux discours de l'appropriation injuste du patrimoine culturel. Un être humain peut s'approprier le patrimoine culturel, mais si c'est une machine qui le fait, tout à coup, c'est répréhensible. Mais c'est quand même une façon de voir les choses assez différente et assez dérangeante pour bien des gens. Oui, oui, tout à fait. Puis là, je pense que c'est un des arguments sur l'utilisation équitable. Justement, c'est que les gens ont tout à fait absorbé plein d'œuvres, mais ils n'ont pas reproduites. Ils ont reproduites de façon, dans leur esprit, là, mais ce n'est pas une reproduction comme on en connaît en droit d'auteur, où on pris et t'a reproduit techniquement. Je veux dire, ta question est intéressante dans la mesure où ça nous amène à le droit d'auteur réfléchit en termes de reproduction, mais peut-être que la notion même de reproduction est rendue obsolète parce que l'humain aussi a reproduit. Je suis d'accord, mais et ça participe de le droit d'auteur lui-même devient obsolète, si tu veux, de ce point de vue-là, parce que c'est la notion de reproduction qui quand même été la première et qui a fondé le droit d'auteur avec l'arrivée de l'imprimerie qui peut être remise en cause. Puis là, ça va peut-être plus dans le sens de ton intervention, mais ouais. On peut passer la parole à Marie-Julie Desrochers, la Coalition pour les expressions culturelles. Bonjour Jean, bonjour Véronique, merci beaucoup. En fait, en plus, je dois quitter dans 2 ou 3 minutes. Donc, merci pour cette présentation, Georges. Et en fait, j'ai une question peut-être un peu technique qui est, tu verras, mais qui est d'actualité aujourd'hui parce qu'on voit que, en ce moment, il y a une consultation sur l'IA générative et le droit d'auteur qui est menée par le gouvernement du Canada. Puis, on a eu une extension pour cette consultation-là qui devait se terminer le 4 décembre. Donc, ça fait en sorte que les discussions continuent dans le milieu culturel. Et puis, je dirais que la question de la place de l'humain, évidemment, est au cœur des discussions. Et on se demande, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui se demandent, est-ce qu'on doit modifier la loi pour nommer l'humain? Pour nommer que la création doit être humaine, ou est-ce que, parce que tu l'as évoqué rapidement dans ta présentation en disant c'est déjà clair, ça doit déjà être un humain. Puis je dirais qu'on entend un peu 2 philosophies là-dessus, puis j'aurais aimé avoir ta vision sur ça. On a des représentants de groupes culturels aujourd'hui qui ont fait un communiqué dans lequel ils disent que c'est inconcevable de ne pas nommer l'humain dans notre loi aujourd'hui, puis il y en a d'autres qui pensent que c'est pas nécessaire de le faire. Et puis j'aurais aimé avoir... Moi, je pense que l'humain est déjà là. C'est-à-dire, c'est tellement évident que cette loi est pour l'humain que c'est pas écrit. Mais je veux dire, peut-être que ça vaut la peine de le rappeler. Mais il y a plein d'indices qui nous disent que c'est pour l'humain, ne serait-ce que la durée qui est sur la vie de l'humain. La question, il y a aussi la question de citoyenneté. Je pense à l'article 5 de la loi qui dit qu'on doit être citoyen d'un pays membre de, etc. Donc, déjà, on est proche de l'humain. La question du droit moral est une question aussi qui a d'emblée les 2 pieds dans l'humain. Le droit moral, c'est le droit que son nom soit associé à l'œuvre. C'est le droit donc, en fait, qu'on ne brise pas l'intégrité de l'œuvre. Enfin, on ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'œuvre et de l'auteur. C'est des notions qui sont, je pense, pour moi, assez claires. L'histoire mais là, vous me direz, justement, le droit d'auteur, comme n'importe quelle loi, n'est pas figé dans l'histoire, il doit évoluer. Moi, je ne suis pas contre le fait de rajouter que c'est pour les humains, mais j'ai vraiment l'impression que si les tribunaux aujourd'hui avaient l'interprété, c'est ce qui conclurait. Puis le tribunal américain qui l'a fait à date, c'est ce qu'il a dit. Donc, il y a fort à penser qu'on irait dans cette direction-là. Et je pense aussi qu'avec les décisions qu'on a actuellement, on serait capable de dire que sans changer la loi, donc si les choses restent telles quelles, je pense qu'on est capable de dire qu'une œuvre où l'intelligence artificielle a pris le contrôle, si on veut, et a contrôlé le résultat final et que l'intervention humaine était minimale, donc une œuvre où l'intelligence artificielle est la main, que cette œuvre-là est dans le domaine public. J'ai l'impression, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, puis c'est sûr qu'on peut clarifier les choses puis l'écrire, mais moi, je pense que pour la culture, l'enjeu est beaucoup plus de trouver une façon de rémunérer les auteurs dont les œuvres sont nourries par la machine. C'est là, il y a un vrai enjeu, je trouve, de rémunération d'auteurs qui me semble plus important. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un risque à nommer l'humain dans la loi? Maintenant, par exemple, à devoir se trouver à prouver qu'on est humain ou je ne sais trop, est-ce que... Ben,
c'est-à-dire, moi, je pense pas, tu sais, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le droit d'auteur, tu sais, puis j'ai vu qu'il y avait vite passé une question sur C27, tu sais, qu'il soit considéré comme les risques qu'on voit dans C27, puis comme des intérêts légitimes qu'il y a dans C27. Tu sais, je pense que c'est plutôt ça. Tu sais, moi, je mettrais plus l'attention là-dessus, tu sais, qu'au fond, données personnelles ou droit d'auteur, c'est le même combat. Tu sais, moi, je trouve que ce serait intéressant de foncer dans cette direction-là. Je pense pas qu'il y a un danger. Tu sais, je pense que l'IA est un danger, tu sais, comme je pense l'avoir dit, pour le droit d'auteur en général, de toute façon, qu'il y aura cette forme d'hybridation, qu'il y aura une forme d'anonymisation qui va se passer et qui, selon moi, est croissante. Mais de nommer comme tel l'auteur, je suis pas sûr que ça va désavantager l'auteur. Puis on dit l'auteur, puis ce qu'il faut pas oublier, c'est l'interprète aussi, parce qu'il y a toute une réflexion à faire sur les interprètes qui peuvent aujourd'hui ne pas être des humains. Puis qu'est-ce qu'on fait quand c'est la moitié d'un humain, mais qui a un costume, puis finalement, son interprétation dans un film est digitalisée? Est-ce que c'est toujours un ou une interprète? C'est vraiment pas clair. Quand l'interprète est créé de A à Z, est-ce qu'on lui donne des droits voisins? Moi, je pense que non, mais puis là encore, je trouve que l'interprète, lui, est assez bien défini dans la loi comme étant une personne. Pour moi, il y a moins de questions dans la loi sur le droit d'auteur, mais il y a aussi, on parle d'auteur, mais il y a aussi interprète là, qui doit intervenir dans le débat parce qu'évidemment, l'interprète, c'est une personne qui travaille et qui, normalement, pourrait avoir une rémunération, mais on ne va pas rémunérer une machine qui a pris les allures d'un humain. Je ne sais pas si c'était clair. Très clair. Merci. Merci Marie-Julie pour ta question. Moi, j'en ai une en lien avec l'utilisation des données, mais en fait des œuvres qui servent à alimenter la machine. Là, quand tu parlais du avant la création, est-ce qu'on doit comprendre de ce que tu dis, c'est qu'il n'y aurait aucune distinction dans les effets là, de cette création? Disons qu'on prend une œuvre qui est entièrement créée à partir d'un répertoire très précis. On l'a vu avec les Beatles, Daddy Scar, je pense, à partir du répertoire des Beatles, on sait clairement quelles sont les œuvres qui ont alimenté l'IA générative. On a quelque chose, oui, un produit nouveau, mais on sait clairement d'où il vient. Qu'une œuvre, on demande de créer une œuvre musicale avec tel instrument, on ne sait pas la machine est-elle épuisée dans quelles œuvres. C'est la même point de vue de la place du droit d'auteur dans ce type de création. Que l'on sache d'où viennent les données ou que l'on ne sache pas, aucune distinction. Moi, je pense, en fait, si on revient à Rembrandt, mettons, puis supposons que Rembrandt était protégé encore par le droit d'auteur. Je pense que quand on a fait le Rembrandt, on savait bien qu'on s'évitait bien des problèmes en prenant un auteur mort depuis longtemps. Moi, je pense qu'on pourrait défendre la thèse que le nouveau Rembrandt, fait uniquement avec des Rembrandts qui ressemblent à un Rembrandt, est une contrefaçon. On tomberait dans la contrefaçon. Je pense, en tout cas, certainement, on n'a pas l'air fou, je pense, si on plaide ça. Okay. Et s'il était vivant, il dirait, hey, vous venez, puis là, on tombe concurrence déloyale. Enfin, on pourrait. Le faux John Lennon. Oui. Dans les chansons. Oui, c'est ça, Daddy Scar, c'est ça, c'est celle-là dont je parlais, une œuvre style Beatles, mais à partir du répertoire des. Non, mais il y a une nouvelle œuvre des Beatles qui est sortie, ils ont travaillé. OK, celle avec la fausse voix de John Lennon. Oui, je pense qu'ils l'ont travaillé. Non, c'est sa vraie voix. Je pensais qu'ils avaient généré. Ils l'ont nettoyé, je pense. Les Indications ont nettoyé grâce à C'est ça, exact. Mais, OK, donc là, on serait dans le domaine de la contrefaçon si on sait clairement d'où viennent les données, les œuvres. Puis c'est pour ça que certains des procès, puis ceux qui ont le plus de chances de fonctionner aux États-Unis, c'est quand des auteurs vont démontrer que là, ça ressemble beaucoup à leur œuvre, ce qu'on vient de faire. Là, c'est assez clair, mais c'est pour ça qu'au fond, l'IA a tout avantage à en avaler le plus possible. Oui, je comprends. Pour brouiller les pistes. Oui, parce que c'est impossible. Pour revenir dans le cas de figure de la personne qui a tout lu puis qui décide avec cette inspiration-là, puis là, je rebondis un peu sur ce que René nous disait, est capable d'écrire avec tout ça, ayant reproduit dans son cerveau toute la littérature existante. Mais si ça ressemble, moi, je pense que la porte est ouverte pour la contrefaçon. Très bien. On a 3 questions dans la conversation. Iris, peut-être tu peux l'ouvrir pour qu'on la voit, il faut savoir à l'écran. Ça y est à l'écran. Oui, on va l'afficher.
Alors, une question de Marie-Pierre Thibault. Pourriez-vous nous parler de C27 et des lacunes que vous y voyez? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ce que vous Ouais, c'est ça, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ajouté, malheureusement. Mais bon, on va quand même répondre à la question. Oui, c'est enregistré Oui, c'est pour ça. l'avoir. oui, c'est-à-dire oui, je veux dire, je ne veux pas trop m'étendre sur C27, mais je trouvais que ce que j'ai dit tout à l'heure, que au fond, on ne remet pas en question l'IA, puis on ne cherche pas trop à la contrôler, on cherche, je trouve, à sauver les meubles, un peu données personnelles, puis c'est beaucoup sur la notion de risque. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir sur comment on a hiérarchisé les risques. Puis, les risques pour que les auteurs aient plus de rémunération, pour moi, ça, c'est un risque. Mais je ne suis pas sûr que c'est considéré comme un risque. Puis il y a la question de la discrimination, évidemment, avec laquelle je suis d'accord, mais je trouve que C27 nous montre, au fond, les derniers retranchements de ce qu'on veut conserver comme droits fondamentaux. Et c'est à peu près ça. Puis je trouve qu'il n'y a pas grand-chose dans ces droits-là. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Puis C27, c'est 3 lois différentes. Puis je ne sais pas ce qui va arriver avec C27 de toute façon à suivre, parce qu'il y a aussi la consultation sur le droit d'auteur, comme Marie-Julie disait. Mais bref, enfin, je ne vais pas trop parler de C27, mais je trouve qu'il y a ça, puis la notion de ce qui est important, je pense que c'est la notion d'intérêt. Je ne sais plus exactement le terme qui est utilisé dans le projet de loi. Moi, je questionnerais beaucoup ça aussi, qu'est-ce qu'on entend par ça? Puis le fait que je trouve que l'État, enfin, ou des instances de régulation ne rentrent pas assez dans les entreprises privées. C'est ce que je disais tantôt pour conclure. Peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une instance de l'État, peu importe laquelle, mais arrive à un peu plus être au courant au niveau de la transparence de comment les décisions sont prises, avec quoi on a nourri l'algorithme, où sont les préjugés dans la machine, etc., etc. Là. Ça, je trouve qu'il pourrait y avoir quelque chose là qui rassurerait un peu tout le monde. Très bien, merci. Puis une autre question. Vous pouvez aussi vous manifester, on a encore un peu de temps. Autre question de Sylvia Lacaisse. Donc, l'éternelle question, qui est l'auteur, le donneur d'ordre ou l'exécutant? Référence au procès qui a ébranlé le monde de l'art entre Maurizio Cattelan et Daniel Druet. Oui. Ben, c'est-à-dire que, oui, c'était un procès qui a eu lieu l'an dernier. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une analogie à faire avec l'intelligence artificielle. Puis on est encore un peu autour de main outils. C'est-à-dire que le droit d'auteur va considérer que l'auteur est la personne qui crée l'œuvre. Mais il se peut que cette personne-là ait au fond pas touché du tout à la matière. Puis dans ce cas-ci, on parle de sculpture et si on donne des instructions très précises sur comment la structure doit être, la sculpture, c'est-à-dire voici les plans, mais qu'on n'est pas la personne qui techniquement la réalise, on serait quand même auteur et la personne qui est technicienne, c'est le fait qu'il répondre à un plan, ne pourrait pas dire qu'il est co-auteur. Mais là où il y a un gris énorme, puis il y a eu ce procès-là, puis il y en a eu d'autres avant, où dans certains procès, on a dit que dans un cas que le technicien était co-auteur, parce qu'on a dit que les instructions données par le sculpteur étaient beaucoup trop floues, et lui a mis du sien en remodelant. Donc, on est dans un cas de co-auteur. Alors, je pense, oui, effectivement, c'est l'éternelle question. Mais Georges, bonjour Georges, oui. Je suis Sylvia. Oui, bonjour. Bonjour, je suis contente de vous retrouver là en visio, mais ça pose quand même une question, c'est que si l'IA n'avait pas autant d'impact aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, parce que bon là, la justice a donné raison à Catalan en disant que la réalisation matérielle de l'œuvre passe au second plan par rapport à sa conception. Donc, c'est l'exécutant, lui, n'est rien par rapport à celui qui va donner des ordres. Et je me suis posé la question, peut-être une question idiote, c'est qu'ici, il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle et toutes ces polémiques autour du droit d'auteur, justement, est-ce que la justice n'aurait peut-être pas accordé plus de clémence, j'ai envie de dire, envers Druet, parce que là, ça a été terrible. Il a tout perdu, il a été débouté, et pourtant, Catalan lui-même dit qu'il n'a jamais sculpté de sa vie, il n'a jamais dessiné, il n'a jamais peint, il ne sait rien faire, il ne sait que donner des ordres. Et Druet, lui, demandait juste que son nom
soit juste cité. Donc, il a été complètement débouté. Alors, je me posais la question que s'il n'y avait pas eu ce système de l'intelligence artificielle et toute la problématique autour, est-ce que la justice n'aurait pas été plus clémente envers Drouet? Ben, peut-être. C'est vrai, c'est intéressant de se demander si Ouais. les juges n'ont Voilà. pas réfléchi avec ça. Moi, j'ai trouvé que la décision, enfin, je pense, comme beaucoup de décisions de première instance, présentées devant d'autres juges par d'autres avocats, avocates, on pourrait arriver à une autre conclusion. Moi, j'étais certain, quand j'ai entendu parler de l'affaire, que Drouet allait gagner, mais Bah oui, moi aussi. je ne suis pas devin, ce qui dit que les prédictions que je fais depuis tantôt vont peut-être pas s'avérer. Mais oui, c'est-à-dire mais c'est vrai que c'est la même question. C'est la même question de qui a l'idée, qui réalise, quand on fait que donner des instructions, est-ce qu'on est auteur? Il est possible les juges aient réfléchi à ça et qu'on considérait que Drouet était au fond qu'un algorithme et ils ont préféré donner le droit Absolument. Oui. Drouet est une intelligence artificielle alors, mais Oui, ils l'ont peut-être raisonné comme ça, c'est pas impossible. Ou en tout cas, on va peut-être se servir certainement de cette décision-là après dans des cas d'intelligence artificielle. Mais dans ce cas-là, ce serait peut-être justement pour donner des droits à l'humain, alors que, selon mon point de vue, il ne devrait pas avoir de droits à l'humain si les instructions n'ont pas été très, très claires et précises. Tu sais, je reviens toujours à ma question de qui contrôle la main et est-ce que le résultat est prévisible ou pas à la fin. Merci beaucoup. Alors, on a encore quelques minutes. Je me tourne vers notre petite salle ici. Est-ce que certaines personnes aimeraient poser des questions? Iris, affiché. J'avais une question par rapport à l'image que vous avez générée pour l'article. Oui. Pour avoir testé Midjourney, je n'avais pas totalement compris les règles de propriété, mais il me semblait qu'on ne pouvait pas utiliser une image qui avait été générée par un autre utilisateur. Donc, il y avait comme une propriété de la personne qui avait fait la demande sur l'image qui avait été générée. Je ne suis pas certaine. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que, comme dans ce cas-ci, moi, je serais propriétaire parce que j'ai fait générer. Oui, une forme de propriété qui peut-être venait du fait que le service était payant. Oui, ben moi, j'ai pris un service non payant et j'en ai essayé quelques-uns, puis j'avoue ne pas avoir regardé les conditions d'utilisation, mais parce que je suis parti de l'idée qu'il n'y avait pas de droit de toute façon. Alors, je ne sais pas comment on pourrait. C'est sûr que contractuellement, on pourrait dire si vous utilisez ceci, voici les conditions, puis je pourrais être lié à ces conditions-là. Pour moi, je trouvais que c'était. Je ne voulais pas m'arrêter à ça. Je trouvais que je m'en servais plutôt comme exemple, puis je pourrais, je pense, tout à fait m'en sortir en termes d'utilisation équitable, puis dire c'était juste pour une affiche, puis etc., etc. Là, je veux dire, on n'a pas fait d'argent avec ça. Mais oui, c'est-à-dire que ça a été. Puis c'est encore, en fait, dans les réflexions sur savoir qui est auteur. Est-ce qu'il y en a qui vont dire que c'est la personne qui est le logiciel qui est auteur? C'est pas une intelligence artificielle, mais le propriétaire de l'algorithme, si on peut parler comme ça. Quand c'est pas justement, c'est ni Charlotte ni moi, disons qu'on est la même personne parce qu'on a demandé, on a fait on a fait la requête. Si c'est pas nous, ben ce serait donc hypothèse 2, le propriétaire de l'algorithme. Et certains ont même dit, non, mais ça pourrait même être les ingénieurs qui ont programmé hypothèse 3, qui, eux, seraient auteurs parce qu'au fond, ils ont fait en sorte que c'était possible de mélanger tout ça. Et hypothèse 4, les 260 millions d'artistes dont on a pris les images seraient co-auteurs malgré eux, là. Mais je ne suis pas sûr que les conditions d'utilisation, oui, peut-être peuvent être, en fait, pas peut-être, sont importantes si on veut faire une utilisation plus massive, parce que peut-être qu'en vous abonnant et en payant, vous êtes lié avec, je ne sais pas trop quelles conditions, mais souvent, au fond, l'intelligence artificielle n'est pas intéressée trop à ce qu'on monétise les images. Je veux dire, n'est pas intéressée aux recettes de la monétisation des images. Ce qu'ils gardent pour eux, c'est l'algorithme et c'est la capacité d'en faire. C'est ça qui vaut une fortune pour eux. Alors, ils en sortent n'importe quoi, puis c'est pas grave là, de ce point de vue-là, puis ils vont pas chercher une propriété là-dessus. En tout cas, je peux me tromper, mais de ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, c'est un peu ça. On a une réponse ici dans la conversation par Marie-Ève Lapolice. Je ne sais pas si tu veux la lire. If you're not a paid member, you don't own the assets you create. Instead, Midjourney grants you a license to the assets under the Creative Commons Non-Commercial 4.0. OK. Ben, intéressant, parce que là, ce qu'on dit, puis là, pour voir, ce serait intéressant de faire une étude pour comparer les licences
Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que on ne vous a pas cédé les droits, mais vous avez quand même des droits d'utilisation qui sont sur Creative Commons. Puis Creative Commons, au fond, permet tout à fait de faire ce qu'on a fait. Ça donne beaucoup de droits. Mais il y a des licences Creative Commons, normalement, il faut cocher si on veut que ce soit commercial ou non, et si on veut que le nom apparaisse. Ça, c'est intéressant parce que dans ce cas-ci, c'est non-commercial, donc on ne pourrait pas la vendre, mais on pourrait quand même en faire une diffusion assez importante, probablement, mais pas faire d'argent. Puis sur Creative Commons, l'autre aspect, c'est l'aspect du droit moral, où on dit est-ce qu'il faut ou non nommer l'auteur. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est qui l'auteur? Je trouve que la question se pose malgré tout. Mais oui, merci pour ces conditions. Tu as parlé de compensation. La compensation serait difficile. C'est peut-être une voie à explorer. Est-ce qu'il y a des idées qui émergent ou est-ce que toi, tu as des pistes que tu explores en ce moment en ce qui concerne la compensation des auteurs dont on utilise les œuvres? Bon, encore faut-il les retracer? Comment on pourrait mettre en place un éventuel système de compensation? Il faut réfléchir, là, mais je trouve que les pistes autour de ça sont une sorte de opt-in. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord que les auteurs fassent quelque chose. Il est tard, si on veut. Là. Ça aurait été bien un opt-out au départ en disant « Moi, je ne veux pas qu'on utilise mes œuvres. » Puis, d'accord, tous les algorithmes auraient dit, enfin, les compagnies derrière auraient dit « D'accord, je ne veux pas me servir de vos œuvres. » Mais je veux dire, on sait que ça, il est trop tard. En tout cas, ça serait difficile de reculer. Je pense qu'un opt-in, puis pardonnez l'expression, mais que les auteurs, puis ça parle aussi de la professionnalisation du métier d'artiste puis du statut d'artiste. Si les auteurs disent « Moi, je suis un artiste, je me définis comme tel et je veux vivre de mon travail », alors je lève la main et je dis que je veux une compensation. Et je rentre dans le… Il faudrait que ce soit un genre de recours collectif. Oui. Exact. Un artiste individuel, clairement, moins d'être bien ici. Il y a du mal. Oui, non, tout à fait. Oui, non, tout à fait. Mais moi, je pense en fait que c'est aux États à mettre en place un système qui est autour de ça, qui est de dire il va y avoir une rémunération pour ceux qui se disent artistes professionnels. Puis, au fond, je ne dis pas que c'est la meilleure idée, mais on a ça aussi depuis les débuts d'Internet. Où les œuvres circulent, puis on se demande quoi faire avec ça, puis on a essayé toutes sortes de choses qui fonctionnent à moitié, là, mais on a surtout, depuis GarageBand, puis d'autres logiciels avant, plein de gens qui se disent auteurs, pas qui se disent auteurs, mais qui sont auteurs parce qu'ils ont créé, puis je veux dire, créer une chanson sur GarageBand, même s'il y a beaucoup c'est prédéfini jusqu'à un certain point, puis, mais on est quand même auteur, et il y a plein de gens qui vont créer avec l'intelligence artificielle, mais qui ne vont pas revendiquer des droits. Et je trouve que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que, puis je veux dire, c'est extraordinaire, cette démocratisation de la culture, que toutes sortes de gens puissent créer, je veux dire, on ne peut qu'être favorable, en tout cas, c'est mon point de vue, mais le problème, c'est que ça fait en sorte que ceux qui veulent vivre de leur travail sont un peu noyés par ceux qui ne veulent pas vivre de leur travail, qui disent « Utilisez mon œuvre, faites ce que vous voulez avec, j'ai aucun problème, ça va me faire plaisir, écrivez mon nom, là, mais je ne veux pas de rémunération, je ne veux pas d'autorisation », et qui sont justement sur des licences Creative Commons qui disent, mais pas d'utilisation commerciale, disons, mettez mon nom. Et donc, ça, je trouve que ça se fait finalement, on pouvait trouver ça sympathique il y a quelques années, mais finalement, c'est un peu au détriment des auteurs qui, eux, veulent vivre de leur travail parce que ça dévalue l'institution du droit d'auteur. Quand quelqu'un lève la main en disant « Ouais, moi, je vais te payer », on dit « Ouais, mais écoute, il y en a 45 à côté de toi qui ne veulent même pas être payés. » Alors, il y a quelque chose là. C'est pour ça que je pense que ce qu'il faut réfléchir, c'est autour du statut d'artiste professionnel, des artistes qui vont faire une sorte qui vont lever la main en disant « Moi, je veux qu'on me reconnaisse comme artiste professionnel et je veux bénéficier d'un certain statut et d'une certaine rémunération. » Donc, de séparer un peu, je dirais, l'amateur. Je ne dis pas de façon… c'est pas amateur dans le sens de la qualité de ce que la personne veut faire, mais ceux qui veulent être professionnels et ceux qui ne cherchent pas à être professionnels, on n'a pas besoin d'appeler amateur parce que c'est un peu péjoratif là, sur comme la qualité du travail. Puis des fois, le travail, évidemment, d'excellente qualité, mais sur l'intention de vouloir faire quelque chose avec, de gagner sa vie comme artiste.
Et là, ça touche indirectement la diversité culturelle aussi, parce que c'est la question de la rémunération. Et ce qu'on veut, c'est que des artistes puissent continuer de faire leur travail. Donc, d'avoir des revenus qui sont liés à ça, pas d'être un peu artiste le dimanche matin. C'est ça. Est-ce que ça ne peut pas aussi être une façon aussi de... Ça fait perdre de la valeur à l'œuvre finale, Parce que si c'est seulement vu comme un autre instrument, comme plutôt quelque chose d'économique, il y a plus ce côté culturel qu'on pouvait avoir avant avec la rémunération des auteurs. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Puis c'est tout le problème pour les artistes de dire, ben, moi, mon œuvre a une certaine valeur. T'sais, là, ça veut dire que tous les systèmes de valorisation des artistes doivent aussi se mettre en œuvre. C'est parce que les musées, c'est parce qu'il y a des éditeurs. Alors, toute la chaîne devient à ce moment-là importante aussi pour créer une forme de valeur de l'œuvre, je pense. En tout cas, le système de pair, d'une certaine façon, là, devient essentiel. Il est 17h03. On a des gens qui nous ont quittés progressivement. Il y a encore quelques personnes en ligne. Et si vous avez des questions, je vous invite à vous manifester. Même chose dans la salle. Et sinon, Georges, est-ce que tu as un dernier mot? Non, ça va, je veux dire. Que tu nous as pas dit. Non, ça va. Ça va. Je veux dire, les solutions, on a parlé aussi, on a parlé de la divulgation, de la transparence. Ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on voit souvent, en tout cas dans les solutions proposées pour le droit d'auteur, de nous dire, au fond, ça revient à des questions éthiques aussi. Dites-nous comment vous avez fabriqué votre œuvre. Est-ce que c'est vous seul ou puis dans quelle mesure vous avez utilisé des gestes artificiels? Mais je veux dire, de tout temps, il y a des gens qui ont plagié et qui ne l'ont pas dit. Je veux dire, ça ne changera pas. Je veux dire, mais donc, dans quelle mesure on va vouloir dire que l'intelligence artificielle nous a aidés? Je ne sais pas. Je trouve que ça pose aussi cette espèce de rapport de soi à l'œuvre et comment on veut qu'on soit connu comme artiste ou pas ou comme auteur. Là. Je trouve qu'il y a ça dans les effets durs à mesurer de l'intelligence artificielle. Et de la relation avec le public. Oui, et avec le public éventuellement, tout à fait. Ouais. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été en ligne et un plaisir de vous revoir pour la prochaine activité de l'Axe Arts, Médias et Diversité culturelle. Bonne soirée, à la prochaine. Merci Bonne beaucoup. soirée, merci.